C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la question du soin apporté aux parents émerge comme un sujet de débat. Est-ce un devoir sacré, ancré dans nos valeurs traditionnelles ou bien une option que chacun peut choisir en fonction de ses circonstances personnelles? La réponse dans ce journal. Ce 4 avril marque le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Pour l'occasion, et comme c'est aussi la tradition, le président Bassirou Diomaye Faye a adressé un message à la nation. Et puis, en RDC, le gouvernement et les rebelles du M23 ont accepté de se rencontrer le 9 avril prochain pour des pourparlers sous l'égide du Qatar, une première depuis le début de la crise. À nouveau, bonsoir. La relation entre parents et enfants est souvent empreinte d'amour et de dévotion, mais elle soulève également des questions complexes lorsque le moment de prendre soin d'eux arrive. Est-ce une obligation que la société impose ou un choix personnel que chacun peut faire selon ses propres valeurs et capacités? La réponse dans cet élément. Prendre soin de ses parents, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que lorsque tu es né, ce sont ses parents qui avaient pris soin de toi. C'est-à-dire, c'est eux qui, d'abord, on t'a gardé pendant 9 mois, tu es né, ils ont payé les frais d'hospitalisation, les couches, la nourriture, jusqu'à ce que tu aies l'âge adulte. Mais ils ont pris soin de toi. Maintenant, à ton tour maintenant de leur rendre l'appareil. Parce que chemin faisant, eux, ils vont vieillir. Et ils ne seront plus en mesure de prendre soin de toi comme eux autres le faisaient. Ça veut dire, toi, tu as été leur enfant. Et maintenant, c'est eux qui deviennent maintenant ton enfant à toi. Parce que tu as été leur charge. Maintenant, eux autres, c'est ta charge à toi maintenant. Donc, pour couper court, c'est obligatoire. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable. Prendre soin de ces parents-là, c'est obligatoire. Selon moi, ce sont mes parents, non? Et c'est eux qui m'ont mis au monde. Le sperme qu'ils ont fabriqué là pour pouvoir me mettre au monde là, moi je ne peux pas rembourser ça. Et de plus là, depuis ce temps et quand ils m'ont mis au monde là, moi j'utilise les sangs jusqu'à l'instant T. Le fait qu'ils m'ont mis au monde, c'est qu'ils ont voulu de moi. Mais s'ils n'ont pas été là, vous pouvez m'avorter. Mais sinon, s'ils n'ont pas été là, c'est que ils n'ont pas pu être là. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens, des trucs du genre. Et en plus, ma maman m'a gardé pendant 9 mois, donc je dois prendre soin d'elle, quel que soit ce qu'elle fait. Les parents n'ont pas vraiment pris soin de lui. Ça veut dire il est resté, c'est-à-dire il a grandi seul, il a tout fait seul. Mais là, ça devient difficile. Ça, avant que ce ne soit obligatoire, il faudrait que l'intéressé ait vraiment la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il leur retourne l'appareil parce qu'il veut juste payer le droit de vie. Juste le fait qu'il est né par de 2 personnes, il veut juste leur remercier pour leur avoir fait venir, pour lui avoir fait venir dans cette vie, quoi. Sinon, si ce dernier n'a pas la crainte de Dieu et il veut rendre coup pour coup, c'est-à-dire, si c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est que pour lui, ce serait facultatif. Vous ne m'avez pas pris soin de moi lorsque j'étais petit et lorsque j'ai grandi seul. Donc il n'est pas obligatoire que je vous fasse quoi que ce soit. Œil pour œil et dent pour dent. Est-ce qu'il y a un enfant sans parents? Hein? Il n'y a pas un enfant sans parents. On ne peut pas voir, même quand on voit les fous là, hein, on dit que telle personne là, la personne n'a pas de famille là, quand tu vas les toucher là, les familles vont toujours sortir. C'est pourquoi même si mes parents ils m'ont mis au monde là, hein, et ils ne me font rien, et je me suis débrouillé seul pour être ce que je vais là. Moi je ne vais même pas regarder ça. Même si eux ils me font quelque chose du mal là, moi je vais les faire du bien. Prendre soin de ses parents, c'est déjà les nourrir. Désormais, c'est des gens qui sont déjà vieux. Et les vieux os ne peuvent pas produire grand-chose. C'est des gens peut-être qui sont déjà c'est quelqu'un qui est déjà un soixantenaire
ou bien septuagénaire, celui qui a déjà 70 ans, 60 ans, quel effort vous voulez qu'il fasse? Donc ça, ce dernier-là, il est devenu une personne à mobilité réduite. C'est toi qui lui donnes la nourriture, c'est toi qui vas le vêtir, c'est toi qui vas le loger, et son déplacement, tout ce qu'il y a, lorsqu'il tombe malade, c'est à ta charge. C'est à ta charge. Il a un petit palu, c'est à ta charge. Donc tout ce qu'il y a comme besoins vitaux, c'est à ta charge. Moi, je viens de faire le dépôt à ma maman tout à l'heure même. Puisque prendre soin de tes parents là. Moi, par exemple, au village, mon papa là, il a fait une construction. Et la maison qu'il a construite là, c'est pas aussi du tout mal. Si ce n'était pas qu'il a fait une construction avant là, et j'ai l'argent là, je peux lui faire une construction. Maintenant, si je trouve quelque chose par semaine, si je n'ai pas la force de le faire ça par jour là, par semaine là, si je trouve quelque chose là, je vais les envoyer. Dieu merci que la technologie a évolué aujourd'hui maintenant là. Et sans même déplacer là, tu peux faire Momo. Et c'est ça que je viens de faire tout à l'heure là. Dans un tout autre registre à présent, le 4 avril 1960, le Sénégal a marqué un tournant décisif dans son histoire en accédant à la souveraineté nationale, devenant ainsi l'un des premiers pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. Cette date symbolique est le fruit d'un long combat pour la liberté, un parcours jalonné de lutte, de sacrifices et d'espoir. Suivant. Cœur de nos priorités. Mes chers compatriotes, voilà. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance. Le 4 avril marque le jour de l'indépendance pour des millions de Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora. Cette fête commémore la lutte pour la liberté. L'accession à l'indépendance du Sénégal s'est faite selon un processus moins linéaire que celui de la plupart de ses voisins ouest-africains. Depuis le XVe siècle, la région ouest-africaine, aujourd'hui connue sous le nom de Sénégal, a été un comptoir de commerce important pour les puissances européennes. Dans les années 1600, la France contrôlait déjà Dakar, qui était principalement destiné au commerce des esclaves. Mais cette puissance coloniale avait en particulier l'ambition d'étendre son empire. Au cours des années 1850, la France commence à étendre son territoire en s'emparant de royaumes locaux. Alors que différentes factions sénégalaises résistaient à l'occupation française, peu de choses ont changé jusqu'à la fin des années 1950. En 1959, le Sénégal et ce qu'on appelait à l'époque le Soudan français décident d'unir leurs forces. Ces deux régions fusionnaient pour créer la Fédération du Mali qui a ensuite signé un accord avec la France. Le 4 avril 1960, pas un accord avec le gouvernement du général de Gaulle, Léopold Sédar Senghor, obtient l'indépendance de la Fédération du Mali qui réunit le Sénégal et le Soudan français, 2 colonies de l'Afrique occidentale française. L'indépendance est effective le 20 juin 1960, mais dès le 20 août, le Sénégal se retire de la Fédération. 5 jours plus tard, Léopold Sédar Senghor devient le président du Sénégal. Cette nouvelle république choisit le 4 avril pour fêter son indépendance, en mémoire des accords qui ont été signés à cette date. Véritable moment de communion, le 4 avril est l'occasion pour les Sénégalais de célébrer leur identité nationale. À la veille du 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a prononcé son premier discours à la nation. Transparence, souveraineté économique, justice, développement rural, autant d'axes majeurs sur lesquels le chef de l'État veut engager une rupture totale avec les pratiques du passé, suivant un extrait de son discours. Cœur de nos priorités. Mes chers compatriotes, voilà un an déjà que nous avons entrepris de transformer profondément notre pays, en dressant avec rigueur et lucidité un diagnostic sans complaisance de la situation économique. Même si la situation actuelle révèle des défis encore plus grands que nous devons relever,
le devoir de vérité constitue le socle de la rupture systémique que nous avons engagée avec détermination et responsabilité. D'ores et déjà, le gouvernement s'est résolument engagé dans un vaste chantier de réforme. Elle vise l'optimisation des finances locales, une politique budgétaire transparente, la rationalisation des dépenses et la gestion efficiente de la dette pour préserver la viabilité des finances publiques. Mes chers compatriotes, d'importants efforts ont été consentis pour apurer, pour une période de 4 années, les arriérés dus aux opérateurs agréés pour les semences et pour le matériel agricole pour plus de 80 milliards de francs CFA. Sur un montant de 113 milliards constaté à la fin 2024, une somme de 70 milliards a été décaissée à la fin du mois de mars 2025. Il en est de même du secteur des BTP, où des paiements sur des arriérés de 62 milliards ont été effectués et un montant de 66 milliards est prévu dans la loi de finances initiale 2025. Enfin, l'appurement des rappels, loin d'être exhaustif, a atteint 19 milliards de francs CFA à la fin du mois de mars 2025 pour un effectif bénéficiaire de 9 479 enseignants. Il s'y ajoute des mises en solde concernant 1198 maîtres et professeurs contractuels pour un impact budgétaire annuel de 5 milliards 79. Pour renforcer et soutenir activement l'autonomisation économique des femmes, la phase 2 du programme PAVI de la DER, avec une dotation d'un montant de 107 milliards, sera lancée dans les prochains jours. Elle sera couplée à un vaste programme innovant de 3 000 fermes intégrées sur une superficie globale de 15 000 hectares, répartis sur l'ensemble du territoire et associant agriculture et élevage. Ainsi, dès cette année 2025, nous lancerons le programme innovant des coopératives agricoles communautaires, structure destinée à renforcer les capacités de production des agriculteurs et éleveurs, notamment des jeunes et des femmes, et à favoriser leur accès au marché. Ces avancées réalisées malgré les contraintes budgétaires sont le socle de perspectives ambitieuses. En effet, l'histoire des nations nous enseigne que le chemin du développement nécessite des sacrifices collectivement consentis afin que des lendemains meilleurs puissent advenir. J'appelle donc chacune et chacun à faire preuve de résilience, de solidarité active et d'engagement patriotique face aux défis nombreux et complexes qui se dressent sur notre chemin. Regarder dans la même direction, celle du proche avenir de nos enfants doit être l'horizon fédérateur de toutes nos énergies. Ensemble, forts de notre unité et de notre détermination, nous bâtirons le Sénégal juste et prospère auquel nous aspirons. Vive le Sénégal souverain, vive l'Afrique unie et debout. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Pour la première fois depuis l'éruption du conflit dans l'est de la RDC, le gouvernement congolais et la rébellion de M23, appuyée par le Rwanda, s'apprêtent à engager des pourparlers directs. La rencontre prévue le mercredi 9 avril à Doha ouvre une brèche vers un cessez-le-feu durable. L'initiative du Qatar intervient après des mois de combat et des déplacements massifs de la population. Le reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda prévoient de tenir des pourparlers directs la semaine prochaine. C'est ce qu'indiquent des sources des deux parties. Les présidents de RDC et du Rwanda ont tenu une réunion surprise à Doha le mois dernier. Le Qatar a accueilli vendredi une deuxième série de pourparlers entre les deux pays et a rencontré séparément les représentants du M23.
Les pourparlers du 9 avril à Doha représentent un coup de pouce potentiel pour le Qatar qui tente de mettre fin aux combats les plus violents qu'ait connu le pays d'Afrique centrale depuis des décennies. Il s'agirait des premières négociations directes entre les deux parties depuis que les combattants du M23 se sont emparés des deux plus grandes villes de l'est du Congo. Des milliers de personnes ont été tuées au cours de cette rapide offensive et des centaines de milliers d'autres ont été contraints à l'exil. Le président ougandais Yoweri Museveni est arrivé à Juba ce jeudi pour discuter avec son homologue sud-soudanais Salva Kiir afin de favoriser la paix et la stabilité au Soudan du Sud. Cette visite fait suite aux efforts diplomatiques menés par Raila Odinga. Museveni cherche à renforcer les relations bilatérales et soutenir les initiatives de médiation en cours pour désamorcer les tensions politiques entre Salva Kiir et Riek Machar. Suivant. Le président ougandais en visite au Soudan du Sud. Yoweri Museveni a foulé le sol de la capitale jeudi dans un contexte de tension que connaît ce pays pétrolier d'Afrique de l'Est. L'homme est reçu à l'aéroport international de Juba par le président Salva Kiir. Une réunion rapide et le visiteur repart pour Kampala. La tension est palpable au Soudan du Sud. Fin mars, Riek Machar, l'un des vice-présidents du pays, a été arrêté. Le groupe politique de l'opposant a déclaré que l'accord de 2018, qui était à la base d'une paix relative, après une terrible guerre civile, était effectivement terminé. L'on redoute désormais un retour à la guerre. Les troupes gouvernementales fidèles à Salva Kiir affrontent les soldats et les milices armées fidèles à Riek Machar. La visite de Museveni intervient également après l'arrivée des médiateurs de l'Union africaine, qui se trouvent dans la capitale sud-soudanaise, pour évaluer la situation du pays. Une déclaration choc du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, vient de raviver le débat sur l'ingérence étrangère en Afrique, en particulier dans la zone du Sahel. Lors d'un point de presse tenu à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères a ouvertement accusé l'Ukraine de jouer un rôle dans le Sahel, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, 3 pays unis au sein de l'AES. Le reportage. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé jeudi l'Ukraine de tenter de déstabiliser la région du Sahel lors d'un point de presse à Moscou après des discussions avec 3 homologues de la Confédération sahélienne. Certains acteurs extérieurs à la région continuent de tenter de la déstabiliser. Outre les anciens colonisateurs, il s'agit notamment du nouveau régime de Kiev, qui soutient ouvertement des groupes terroristes dans cette partie de l'Afrique, tandis que ses sponsors occidentaux ferment les yeux. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, s'est fait l'écho des commentaires de son homologue russe. Nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre, y compris l'Ukraine qui est à vos portes ici, que nous considérons comme un État terroriste tout simplement. Les accusations portées contre Kiev interviennent à un moment où les relations entre l'Occident et les pays du Sahel, touchés par plusieurs coups d'État, se sont détériorées. Le chef du Conseil présidentiel transitoire d'Haïti, Alphonse Jean, a tenté de répondre aux inquiétudes croissantes des Haïtiens face à la violence des gangs en promettant de nouvelles initiatives pour mettre fin à cette crise persistante. Ces déclarations interviennent après une journée marquée par des affrontements entre des milliers de manifestants et la police à Port-au-Prince, c'est après moi.
Port-au-Prince, la capitale haïtienne, a connu mercredi dernier la plus grande manifestation organisée depuis l'installation du Conseil présidentiel transitoire. Des milliers de manifestants ont demandé la fin de la violence des gangs et ont affronté la police devant les bureaux du Conseil. Monsieur le directeur général de la police, nous parler. Peuple haïtien, vous avez parlé et nous vous avons entendu. Et nous connaissons misère. Nous comprenons votre misère, nous connaissons votre douleur et votre souffrance. Vous parlez, nous entendons. Haïtiens, vous avez perdu vos maisons, vous avez perdu vos entreprises, vous avez perdu vos emplois. Ils vous ont violé, ils ont violé vos enfants. Les gangs criminels ont tué beaucoup de gens. Gang criminels simaye en pile d'œil dans la cour. L'intervention du chef de conseil de transition arrive à un moment décisif. Les groupes qui soutenaient à l'origine ce gouvernement réclament désormais un changement de direction. Bataille pour déraciner phosphène noir. La lutte contre les ténèbres n'est pas insignifiante. Et nous ne sommes pas insignifiants non plus. Et ce n'est rien comparé à la bataille que nous avons menée pour sortir de l'esclavage. Selon les Nations Unies, plus de 4200 personnes ont été tuées en Haïti entre juillet et février et 1356 autres ont été blessées. Ce sera donc tout pour cette session d'information. Merci pour votre aimable écoute. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.